Lutte contre la spoliation foncière et immobilière, c'est l'une des grandes priorités du gouvernement, à en croire le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, lors du briefing de presse qui a porté sur les avancées réalisées dans le secteur judiciaire. Et puis une réunion stratégique de haute importance a été conjointement présidée par la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, et son collègue des finances, Doudou Fomba Likoundé, dans le cadre de la recherche de solutions à la problématique des arriérés des rétributions des organismes intervenant dans la paie des enseignants. Le développement de ces titres et tant d'autres dans ces numéros de fiscalité et développement dans une présentation signée Didi Mavambo, Nombolo Pepe Frédéric. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci de choisir cette chaîne pour suivre ce deuxième numéro de l'année 2026 de Fiscalité et Développement, votre magazine hebdomadaire d'information économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais fait de la lutte contre la spoliation foncière et immobilière l'une de ses grandes priorités. C'est le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, qui l'a dit lors du briefing spécial des presses du jeudi 8 janvier 2026 qu'il a animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katembwe. La spoliation foncière et immobilière est devenue un sport national en République démocratique du Congo. Des immeubles de l'État et des particuliers sont spoliés depuis des décennies en toute impunité sous la facilitation des chaînes criminelles organisées. Et le gouvernement veut mettre fin à ces fléaux qui a déjà fait perdre à l'État ses nombreux bâtiments et à certains propriétaires de parcelles leurs titres de propriété. Lors d'un briefing spécial de presse organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, est longuement revenu sur la lutte contre la spoliation foncière et immobilière qui fait partie des grandes priorités du gouvernement. Des propriétés injustement dépossédées ont été réinstallées, parfois après plus de 10 ans de procédures frauduleuses. Et aujourd'hui, le barreau a annoncé la radiation d'un avocat qui avait arraché, bien sûr, une maison à une pauvre maman. Et quand cette pauvre maman est venue me voir au bureau, j'ai pu avoir des réunions avec le bâtonnier et je suis très heureux de voir que cela a été fait, donc il a été. Donc, pour lutter contre la spoliation, un cadre permanent de concertation intersectorielle a été mis en place avec le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et des Travaux publics, infrastructures et l'Agence de protection du patrimoine immobilier de l'État. Donc, au niveau gouvernemental, il y a là ce que je peux dire, une action conjointe pour lutter contre ces phénomènes de spoliation, parce que la plupart je n'ai pas de statistiques exactes à cet égard, mais la plupart des dénonciations que nous recevons au ministère, la plupart des cas devant les cours des tribunaux concernent la spoliation immobilière et foncière. Donc nous nous trouvons dans une situation d'insécurité totale et pour cela, nous devons être très fermes et je pense qu'on va continuer. Et là, je me réjouis que de la promulgation de la loi scellée, de la collègue Scellé, qui a été promulguée et qui va mettre l'accent... Madame Onel Selewi, la ministre des Affaires foncières. Oui. Et effectivement. Et la particularité de cette loi, c'est que, pour la première fois, il y a la responsabilité pénale individuelle des conservateurs de titres immobiliers, ainsi que d'autres agents, si ils sont impliqués dans la chaîne de la spoliation. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour cette raison-là que nous allons, le cadre permanent va faire en sorte que nous puissions effectivement protéger nos citoyens contre ces phénomènes de spoliation. Pour le phénomène folio, avant, il y avait presque un vide juridique. Donc, il y avait l'irresponsabilité des agents de l'État. Ils pouvaient faire ce qu'ils pouvaient faire.
Par exemple, vous venez, on va mettre... Par agent de l'État, qu'entendez-vous, conservateur? Oui, conservateur des titres immobiliers, tout ce qui travaille dans l'administration foncière, immobilière, etc. Je vais vous donner un exemple. Le phénomène des Michopo. Je ne sais pas si vous connaissez ça, j'ai appris ça pour la première fois ici. Le phénomène Michopo, c'est quoi? C'est que une chaîne, donc le magistrat, l'avocat, le greffier, l'agent, donc ils essaient de soutirer les vrais documents et les remplacer par le faux document. Donc ils vont jusque dans les entrailles. C'est pourquoi on appelle ça le phénomène Michopo. Donc, cette loi va mettre un terme à ça, puisque l'agent qui va faire ça, il sera tenu pénalement responsable, ce qui n'était pas le cas avant. Je vous ai donné l'exemple de l'avocat qui a été radié au barreau de la Gombe. C'est déjà quelque chose. Je pense que nous avons aujourd'hui cet instrument important, légal important, qui va nous aider à adresser cette question. Et j'attends de ma collègue Onej de me transférer tous ces dossiers qu'il a qui concernent les phénomènes de Michopo, y compris le ministre de l'Urbanisme. Vous vous rendez compte que dans la commune de la Gombe, la majorité des maisons de l'État ont été spoliées. Alors il faut que nous puissions arriver à récupérer ces maisons de l'État. Concernant des magistrats véreux, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a révélé qu'il y a eu des sanctions sévères, voire des condamnations. 324 magistrats avaient été sous poursuite et certains ont été condamnés et même radiés. Vous voyez, je ne suis pas là pour citer leur nom, et je pense que lorsque j'ai eu la réunion de concertation, puisque nous avons créé un cadre permanent de concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature, et là, je peux vous dire avec certitude que le Conseil supérieur de la magistrature a pris 2 mesures, aussi bien disciplinaires que pénales, etc., contre les magistrats véreux. Et certains ont été condamnés et ils sont à Makala. Ça, je pense que c'est un travail qui va être crescendo en termes, et on va être ferme sur les cas effectivement de corruption. Avec la promulgation de la loi numéro 2562 du 30 décembre 2025 portant régime général de biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté porté par la ministre des Affaires foncières, Onej Ntsele, on s'attend à la réduction, voire la disparition du phénomène spoliation foncière et immobilière. En rapport justement avec la spoliation foncière et immobilière, il y a un cas de flagrance qui s'est produit en plein centre-ville dans la commune de la Gombe, où le premier bâtiment de la police nationale congolaise a été spolié au su et au vu de ceux qui sont censés les protéger. L'immeuble est situé sur l'avenue du Marché au quartier Commerce. Sur ordre de la haute hiérarchie, le bureau de la police de circulation routière et les policiers occupant cet édifice ont été contraints de quitter l'immeuble. Qui a donc spolié ce premier bâtiment de la police nationale congolaise? C'est la grande question que se posent de nombreux Congolais. Cet immeuble est le premier bâtiment de la police nationale congolaise acquis depuis l'époque coloniale. Il est situé au croisement des avenues du Marché et Confinant dans la commune de la Gombe. Cet édifice a toujours fait l'objet de convoitises de certains hommes d'affaires compte tenu de son emplacement stratégique. Seulement voilà, des personnes inciviques en complicité avec quelques autorités du pays se sont permises de spolier ce patrimoine historique qui a abrité la première compagnie de la police nationale congolaise. Il a valeur d'un musée. Mais l'égoïsme et la cupidité poussent certains compatriotes à se comporter de manière illégale en spoliant des biens de l'État. Vers les années 60, les premiers permis de conduire ont été délivrés dans cet immeuble. Depuis plus de 10 ans, ce bâtiment a fait l'objet de plusieurs tentatives de spoliation.
9 faux certificats d'enregistrement ont été déjà délivrés à cette adresse, à Neuf acquéreurs, par des conservateurs des titres fonciers véreux, faisant partie d'un vaste réseau de criminels économiques constitué d'avocats d'affaires, de juges, de politiciens immoraux, de fonctionnaires œuvrant au ministère des Affaires foncières, urbanisme et habitat, de quelques hauts gradés de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Une mafia organisée à ciel ouvert et qui a déjà dépouillé l'État congolais de centaines de ses immeubles. Il y a quelques jours, les policiers travaillant et résidant dans cet immeuble ont reçu une correspondance venant de la haute hiérarchie policière leur instruisant de déguerpir. Pourtant, l'immeuble appartient bel et bien à l'État congolais et se trouve sur la liste des bâtiments immobiliers de l'État. Celui-ci est appelé à faire le suivi de tout son patrimoine immobilier sur l'ensemble de son territoire national. Il a l'obligation de faire annuler tous les faux certificats d'enregistrement qui circulent au pays que détiennent de faux acquéreurs. Il doit réhabiliter tous ces immeubles et les équiper pour les rendre viables. Dans cette voiture noire parquée en diagonale du bâtiment de la police, il y a des magistrats cachés dedans pour suivre l'opération de déguerpissement sur ordre de la haute hiérarchie policière. Comme vous pouvez vous en rendre compte sur ces images, nous sommes à l'intérieur de cet immeuble où les locaux sont déjà vidés de policiers occupants et ceux de la police des circulations routières qui sont envoyés travailler dans la rue, précisément dans ces ronds-points, au croisement des avenues Sénégalais et Flambeau, quartier commerce dans la commune de la Gombe. Chose intolérable dans un pays des droits. Si, dans beaucoup de pays à l'étranger, on ne peut pas se permettre de spolier un immeuble de l'État, pourquoi cette pratique illicite est devenue un sport national en RDC? Il y a quelques années, le magazine Fiscalité et Développement, par les canaux de son directeur général, Jérôme Sekana Papa, avait saisi le ministre de l'époque des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi, pour obtenir des informations précises sur le dossier relatif à la spoliation de ce premier bâtiment de la police nationale congolaise. Mais dommage, aucune suite favorable n'a été réservée à la correspondance du patron de l'agence Galaxy Media AGM. Le ministère est resté muet sur cette affaire. Pour besoin d'informations, votre magazine était allé il y a quelques années à la rencontre de cet ancien sénateur Pascal Masséla, qui n'est plus de ce monde. Ancien commissaire en chef de la police en 1963, cet homme connaissait bien l'histoire de cet immeuble qui a toujours appartenu à la police nationale congolaise pour avoir effectué son stage ici en 1961. Depuis 60, cette maison était toujours la maison de la police. Même lorsque j'ai quitté la police territoriale et puis la police était devenue nationale, je suis allé à la police minière et cette maison était là. Il y a des collègues qui travaillaient toujours là-bas. Depuis que je suis là, ça a toujours été à la police. C'est maintenant, ce jour ici, après l'arrivée de l'Abdel, que j'entends qu'on a acheté ça. Si quelqu'un dit qu'il a acheté, je ne sais pas comment, parce que vous êtes, je ne sais pas, 3e ou 4e personne qui vient me voir, mais moi, je connais cet immeuble-là, c'est l'immeuble de la police. Ils sont encore nombreux les immeubles de l'État qui continuent d'être spoliés au su et au vu de ceux qui sont censés les protéger. Rien que dans la ville de Kinshasa, plus de 250 maisons de l'État ont été spoliées. Le gouvernement de la République devra sévir avec rigueur en vue de rétablir l'État dans ses droits légitimes. Nous ne devons pas accepter que les expatriés ou les nationaux puissent violer la loi. Voilà, monsieur le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, un dossier sur votre table, la question sur la spoliation du premier bâtiment de la police nationale congolaise devra être élucidée par des enquêtes très sérieuses.
tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la spoliation de ce bien immobilier de l'État devront être poursuivis devant les instances judiciaires et condamnés à des peines qu'ils méritent. Il n'est pas normal dans un État de droit que des personnes assoiffées d'argent se permettent de poser de tels actes criminels en spoliant des biens publics. Monsieur le ministre d'État en charge de la justice, tous ceux qui ont mis leur nez dans cette affaire criminelle doivent subir la rigueur de la loi, car trop c'est trop. Il faut que l'État rentre dans ses droits. Cet immeuble doit être restitué à la police nationale congolaise, où le bureau de circulation routière a été jeté dans la rue, précisément au croisement des avenues sénégalais, Tombalba et Flambeau, dans la commune de la Gombe. Ce n'est pas normal. Le mieux à faire serait de réhabiliter, moderniser et équiper ces bâtiments pour le rendre plus viable, de manière à mettre les policiers dans les meilleures conditions de travail au lieu de spolier ce patrimoine historique. Donc, Monsieur le ministre d'État en charge de la justice, voici un dossier frais sur votre table, un cas flagrant d'une chaîne criminelle où ça sent la corruption, un fléau qu'il faut éradiquer et combattre avec la dernière énergie. Et avec la loi numéro 25/62 du 30 décembre 2025 portant régime général de biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté porté par la ministre des Affaires foncières, Onege Nsele, les choses vont bouger. Des responsabilités pénales seront établies de façon individuelle à tout celui qui sera impliqué dans la spoliation des immeubles de l'État, voire de privés. En première ligne, il y a des magistrats, des avocats et des conservateurs de titres fonciers qui sont à la base de nombreuses spoliations de bâtiments publics comme privés et ont mis de familles innocentes entières dans des situations extrêmement difficiles. Et cela doit changer. Nous croyons à la volonté et à la détermination de l'actuel ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, de vouloir changer les choses au profit d'une justice juste pour les intérêts de l'État et aussi de population. Dans le cadre de la recherche de solutions à la problématique des arriérés de rétribution des organismes intervenant dans la paye des enseignants, le ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, et son collègue des Finances, Doudou Fouamba Likunde Libotaï, ont conjointement présidé le jeudi 8 janvier 2026 une réunion stratégique de haute importance. Jocelyn Lomba Baba pour les commentaires. Le gouvernement passe à l'action face à la crise persistante du paiement des enseignants. Des instructions ont été transmises aux opérateurs de paie afin d'assurer sans délai le versement des salaires des enseignants. Cette décision a été prise au cours d'une réunion de haut niveau tenue entre la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, et le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde Libotaï, consacré à l'évaluation de la situation salariale dans le secteur éducatif, jugée préoccupante. Selon les conclusions de cette rencontre, le gouvernement s'est engagé à procéder dès la semaine prochaine au paiement en urgence des arriérés accumulés sur plusieurs années. Les ministères concernés ont également exigé aux opérateurs de paie la présentation d'un calendrier clair et détaillé pour la prise en charge effective des enseignants encore non rémunérés. Associés aux échanges, les structures de paie IFOD et Afriland ont évoqué plusieurs contraintes financières freinant la régularisation complète du dossier. Face à ces difficultés, l'exécutif a décidé d'intervenir directement afin d'apporter une solution définitive et durable à cette crise. Le gouvernement assure suivre ces dossiers de près et réaffirme sa volonté de rétablir la confiance des enseignants dont le rôle demeure central dans la formation des générations futures et la construction de la nation. Le même jeudi 8 janvier 2026, le vice-premier ministre du budget, Adolphe Mouzito, a d'abord reçu le ministre provincial du budget de la Chopo pour échanger au sujet de la dotation d'une chaîne informatisée de la dépense à la province. Ensuite, avec le vice-président du CESAC, ils ont discuté sur le
possibilité d'augmenter les crédits alloués à cette institution d'appui à la démocratie. Une fois de plus, Jocelyn Lombababa. La question de la dotation aux provinces d'une chaîne de dépenses informatisée assortie d'un logiciel de préparation budgétaire a été au centre d'un échange entre le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, et le ministre provincial du budget de la Chopo. Les deux personnalités ont également passé en revue le budget d'investissement provincial ainsi que les causes récurrentes de son instabilité. Quand les députés provinciaux ne sont pas régulièrement payés grâce aux ressources qu'ils bénéficient du gouvernement central, cela fait en sorte qu'il y ait parfois d'instabilité. Donc le fait de leur envoyer leurs frais de fonctionnement régulièrement, ça va leur permettre de bien travailler et de permettre aux gouvernements provinciaux de travailler paisiblement. Par ailleurs, au cours de la même semaine, le patron du budget de la République démocratique du Congo a reçu une délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, conduite par son vice-président Bruno Molisson. Ce dernier a exprimé sa reconnaissance au vice-premier ministre pour son implication dans le déblocage des frais de fonctionnement dus à cette institution d'appui à la démocratie. Il a, à cette occasion, plaidé pour une augmentation des crédits alloués au CESAC afin de garantir le fonctionnement optimal des directions provinciales, particulièrement dans ce contexte marqué par l'agression dans l'est du pays où la régulation et l'encadrement des contenus médiatiques jouent un rôle crucial. Parce que le pays traverse des moments de turbulence sécuritaire, il faudrait que les médias soient en alerte maximum pour éviter que les ennemis de la République, les ennemis de la nation infiltrent les médias qui ont une capacité de mobiliser les masses pour que les institutions ne soient déstabilisées. Pour sa part, Adolphe Muzito a rassuré ses interlocuteurs et promis de s'attaquer rapidement aux difficultés soulevées en vue de garantir une meilleure exécution de la dépense publique et de renforcer les institutions concernées. Selon les prévisions du document de la stratégie de la gestion de la dette de la République démocratique du Congo à moyen terme, publié par la Direction générale de la dette publique, DGDP, les besoins d'endettement de la République démocratique du Congo pour la période 2026-2028 sont évalués à 9,5 milliards de dollars américains. Pour l'année 2026, les besoins de financement de l'État est évalué à 2,9 milliards de dollars, soit 7170,86 milliards de francs congolais. Les plans annuels de financement devront s'adapter à l'évolution de la situation économique et financière, de sorte que les besoins de financement soient satisfaisants à tout moment. Et puis, dans le cadre de l'exécution de la Convention de délégation de services publics de collecte et valorisation de bouteilles plastiques et matières plastiques dans la ville de Kinshasa, signée entre l'hôtel de ville de Kinshasa et la société Okeplast à travers sa filiale Kintoko le 9 février 2022, Okeplast a remis le samedi 10 janvier 2026 un lot important de matériel d'assainissement destiné à toutes les 24 communes de la capitale congolaise. C'est un reportage de Fabien Lubulu-Bakayaka et d'Armen Ngoma Moussakanda. Qualifié de fer de lance du gouvernement en matière d'assainissement, Kintoko, spécialisé dans le recyclage des bouteilles plastiques PET et filiale de la société Okeplast, ne fait pas des choses à moitié dans la mise en œuvre de la Convention des délégations des services publics qui la lie à l'hôtel de ville de Kinshasa. En plus de débarrasser Kinshasa de 50 tonnes de bouteilles plastiques PET par jour, soit 200 millions de bouteilles plastiques par mois, Okeplast vient de remettre ce jour de samedi 10 janvier 2026 au gouverneur de la ville de Kinshasa 70 tonnes de matériel d'assainissement destiné aux brigades d'assainissement de 24 communes de Kinshasa. Ces matériels sont essentiellement composés de brouettes, souffleurs, bêches, houes, râteaux, ramassettes, brosses, bidons, touques, salopettes, etc., destinés aux brigades d'assainissement de chaque commune de la ville-province de Kinshasa et même 300 chaises pour la salle de réunion de l'hôtel de ville.
Pour donner toute la solennité à cet événement, c'est le directeur général de Hockeyplast, Mehdi Atié, qui a remis personnellement au chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, Daniel Bumba, à titre symbolique, un échantillon de ses matériels. C'est une manière pour les responsables de Kintoko de traduire en acte l'idée selon laquelle le développement, tout comme l'assainissement durable, doit provenir de la base. Donc, une affaire de tous. Félicitations, vraiment. Ça, c'est un bon geste. Prenant la parole pour la circonstance, Jérôme Sekana Penepapa, délégué général du groupe Angèle, a au nom du groupe salué ces partenariats gagnant-gagnant avant d'étaler les réalisations et les capacités ainsi que les ambitions de Kintoko en matière d'assainissement de la capitale. Nous savons combien vous vous battez bec et ongle jour et nuit pour rendre cette ville propre. Le problème de l'assainissement de la ville de Kinshasa concerne tout le monde. Nous avons apporté ces matériels pour permettre à chacun de nous et surtout à toutes les brigades de la ville de Kinshasa de pouvoir mettre la main à la pâte pour que notre ville de Kinshasa devienne propre. Ce n'est qu'un échantillon. Et nous sommes avec vous, Excellence. Nous vous informons que notre seconde chaîne, la deuxième usine de Kintoko D, sera opérationnelle au mois d'avril qui arrive. Avec la seconde usine, nous allons doubler notre capacité. Et vous pouvez compter avec nous, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Vous n'êtes pas seul. Kintoko, c'est votre fer de lance en matière d'assainissement. Et nous allons continuer à accompagner Kisasa et Zakobonga. Avec ces dons, des matériels d'assainissement remis à l'hôtel de ville de Kinshasa, c'était un véritable coup de pouce à la vision Kinshasa et Zobonga du numéro 1 de la ville de Kinshasa. Dans son monde des circonstances, le numéro 1 de la ville a félicité les responsables de Kintoko pour la bonne exécution de cette convention des délégations de services avant d'exprimer quelques souhaits pour les futurs. À l'occasion, il a également appelé la population à s'approprier cette initiative d'assainissement et les autres opérateurs du secteur à emboîter les pas de Kintoko pour l'assainissement de la ville capitale du Congo-Kinshasa. L'entreprise Kintoko travaille en partenariat avec la ville de Kinshasa. L'entreprise Kintoko est en délégation de services. Donc un partenariat public et privé décliné pour la Marambo et Tali, assainissement, mais surtout recyclage, yaba, plastique dans la ville de Kinshasa. Donc Moussala o Kintoko Salaka, et dans Moussala ya ville ya Kinshasa. Alors tu peux si merci Mingi, na Kintoko pour un partenariat Oyo. C'est vrai, Moussala Sama les alliés belé, mais tu l'as sous ces matamakasi. Tu as pour ça toi assainir, ba milieu Oyo, ramassage ou collecte salamaka pour na Kintoko. Parce que s'il faut le dire, Kintoko, en tout cas en aval, 5 sur 5. Merci beaucoup. Recyclage et salamaka, malamu, ma produit soit produit zaka, et dans la propriété, dans la norme internationale. Mais c'est bien la vie sur ce côté, bakobongi sanamo ici ka collecte de salama. Kintoko a baki sa capacité nae yako recycler. Les lots à travers ce partenariat, Villa Kinshasa produit autour de 350 millions de bouteilles mensuellement. Yemoko à son niveau, non, c'est 300 millions approximativement. Yemoko à Zolongola, 200 millions de bouteilles. C'est vrai que effort faut ça à Makasi, nanenge ici nous avons pour que collecte ezala bien, natine tout le monde a sous ba bouteille plastique na CT. Et n'a profité na occasion pour na rosenga bana Kinshasa. Et c'est un biso, tout le monde tracteur, tout le monde a mis tout nabino. Et aussi un besoin de conscience. Les dispositifs au Barocha et Banina Gomemero se déployer partout pour que tout le monde soit bouteille na CT. Au Melima inayo, au Lingi Lingi yango, au Boaki Nanini. Tant opération au Banda samedi, ngamo on est sur terrain pour vous montrer comment ça se déroule. Merci. Donc, tous allez évoluer pas à pas pour améliorer la problématique Oyo et la salubrité à la ville de Kinshasa. Tosengi, merci Mingi, l'entreprise Kintoko, pour notre comportement responsable et accompagner la ville de Kinshasa pour la macambouetali recyclage, parce que c'est très important pour l'économie circulaire. Tout ça, il peut appel à nos partenaires sur la ville.
qu'on soit en partenariat direct ou indirect, pour un peu emboîter les pas, parce que l'assainissement de la ville, c'est une affaire de tous. Réagissant sur les champs à l'appel du gouverneur Bumba, le directeur général de Kintoko, Mehdi Atié, a rassuré le numéro 1 de la ville de sa disponibilité à accompagner sa vision qui s'inscrit dans la droite ligne du champ d'action de Kintoko. Comme a dit Excellence, ce n'est que le début. Il y aura une autre étape, bien sûr, qui va être faite comme ce que nous avons fait aujourd'hui. Je veux dire à Excellence qu'au Bangaté, Kintoko ezali awa. L'assainissement de la ville de Kinshasa étant une affaire de tous ses habitants, chacun est appelé dans sa sphère d'action à jouer sa partition. Kintoko a fait sa part. Dans cette optique, elle se propose de lancer le samedi prochain l'opération Gombe Zéro Bouteille Plastique avant de l'étendre dans d'autres communes, toujours avec l'accompagnement du patron de la ville de Kinshasa. L'assainissement de la ville de Kinshasa étant une affaire de tous ses habitants, chacun est appelé dans sa sphère d'action à jouer sa partition. Kintoko a fait sa part. Dans cette optique, elle se propose de lancer le samedi prochain l'opération Gombe Zéro Bouteille Plastique avant de l'étendre dans d'autres communes, toujours avec l'accompagnement du patron de la ville de Kinshasa, Ezobonga. En décembre dernier, le directeur général adjoint de douanes et axes en charge de questions techniques, Jean-Louis Baouna Mabolia, clôturait la session de formation de formateurs sur la gestion des archives débutée le 8 décembre 2025. Objectif, améliorer la gestion documentaire et renforcer la transparence et l'efficacité dans le secteur douanier. C'est un reportage de Jocelyn Lomba sur les images d'Armen Ngoma Moussakanda. J'ai de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me sont confiées, de garder les secrets auxquels j'ai accès du fait de ma profession d'archiviste et d'observer scrupuleusement la législation archivistique de la République démocratique du Congo. C'est en ces termes que les 23 douaniers ont prêté serment en qualité d'archivistes devant le directeur général et conservateur en chef de l'Institut national des archives du Congo, INACO, Aimé Kassongo, ainsi que le directeur général adjoint des douanes et axes en charge des questions techniques, Jean-Louis Baouna Mabolia, représentant le directeur général Bernard Kabese Moussango empêché. Cette cérémonie fait suite à une session de formation des formateurs de 12 jours sur la gestion des archives, au cours de laquelle les participants ont été formés par des experts de l'INACO. La formation a permis d'équiper les nouveaux archivistes des compétences nécessaires pour gérer de manière optimale les archives au sein de la Direction générale de douanes et axes DGDA. Les formés ont exprimé leur gratitude envers la haute direction douanière, soulignant la vision managériale éclairée du gouvernement, notamment sous l'impulsion du directeur général Bernard Kabese Moussango, pour avoir initié cette démarche stratégique visant à améliorer la gestion documentaire. 23 cadres et agents de la Direction générale de douane et axes viennent en un temps record d'acquérir des connaissances sur la législation archivistique, l'éthique et la déontologie archivistique, les principes archivistiques, les fondamentaux archivistiques, les records management ou la gestion des archives courantes et intermédiaires, la chaîne archivistique, le guide de gestion ou manuel de procédure, l'archivage électronique ou numérique. Lors de son intervention, Aimé Kassongo, le directeur général de l'UNACO, a félicité tant la Direction générale de douanes et axes pour sa gestion proactive des archives que les participants pour leur engagement et leur assiduité durant cette session de formation. Qu'il me soit permis avant tout de remercier le directeur général de la DGDA pour son leadership visionnaire. Il a fait confiance en l'expertise de l'INACO
en lui confiant la formation de ses agents et cadres. Profitant de l'occasion, Emeka Songo a lancé un appel pour la mise en place d'un partenariat stratégique entre l'UNACO et la DGDA. Selon lui, ce partenariat serait essentiel pour garantir une gestion durable, efficace et transparente des archives au sein de l'administration douanière, renforçant ainsi l'efficience du secteur public. Nous avons visité, nous nous sommes rendus compte que vous avez des tas et des tas d'archives et nous nous faisons l'obligation de solliciter un partenariat permanent pour nous permettre de venir gérer nos propriétés que vous gardez chez vous dans vos entrepôts. Représentant le directeur général Bernard Kabese Moussangu, Jean-Louis Baounamabolia a souligné l'importance de cette formation pour l'avenir de la DGDA. Il a rappelé que ces nouveaux archivistes auront pour mission de transmettre à leur tour leurs connaissances au sein de la Direction générale des douanes et accises afin d'assurer une gestion pérenne des archives dans toute l'administration douanière. À l'issue de cette session, vous n'êtes plus de simples bénéficiaires d'une formation, mais désormais des formateurs, des référents et des acteurs clés du changement dans le domaine de la gestion archivistique. La mission qui vous attend est noble mais exigeante. Il vous reviendra de restituer fidèlement les connaissances acquises, de promouvoir les bonnes pratiques archivistiques et de veiller à leur application effective au sein de vos structures respectives, tant au niveau central que provincial. La cérémonie s'est clôturée par la remise des brevets de formation et des cartes d'archivistes aux participants, officialisant ainsi leur engagement dans la gestion documentaire. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de réformes administratives et de modernisation de la gestion des finances publiques et des ressources humaines, essentielle pour une gestion optimale des données dans un secteur clé du développement économique du pays. L'archivage efficace est un pilier fondamental pour assurer la transparence, la responsabilité et la traçabilité des actions publiques, éléments primordiaux pour une meilleure gestion des recettes douanières et de la lutte contre la fraude. L'inspection générale de finances IGF, en collaboration avec plusieurs organisations de la société civile, a organisé en décembre 2025 à Kinshasa une conférence de sensibilisation destinée aux jeunes étudiants en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse. C'était à l'occasion de la journée internationale consacrée à la lutte contre la corruption. Retour sur cet événement dans ce reportage réalisé par nos confrères de la cellule de communication de l'IGF. Le 9 décembre, consacré à la lutte contre la corruption, a été célébré à l'Inspection générale des finances, IGF, en collaboration avec plusieurs organisations de la société civile et les conseils nationaux de la jeunesse. Placé sous le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption pour former l'intégrité de demain », cette rencontre tenue dans la salle Léon Kazumba du bâtiment Étienne Tshisekedi wa Mulumba a rassemblé de nombreux acteurs engagés dans la lutte contre les antivaleurs en République démocratique du Congo, ainsi que les étudiants et jeunes des divers horizons. Dans son allocution d'ouverture, l'inspecteur général de finances, chef de service Christophe Abitasimois, intervenant sur le thème IGF, gardienne des finances publiques, mission et défis dans la lutte contre la corruption, a identifié les différentes formes que peut prendre la corruption. Le travail que nous faisons, qui consiste à la surveillance générale de tous les flux financiers de l'État, c'est un travail par excellence de lutte contre la corruption. Parce que la corruption englobe tous ces phénomènes contre lesquels nous luttons.
Avant cette intervention, l'inspecteur général de finances, chef de service adjoint, Emmanuel Chibingu, avait souligné le rôle essentiel de l'IGF dans la lutte contre la corruption en RDC, rôle soutenu par la volonté politique affirmée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En qualité d'orateur principal, le professeur Luzolo Bambi, figure emblématique de la lutte anticorruption en RDC, a insisté sur l'importance de l'intégrité personnelle. Pour devenir intègre, il faut prendre la décision personnelle, comme quand on décide de devenir chrétien, parce qu'on renonce au mal. Un autre moment fort de la rencontre a été l'intervention du bishop Michel Djamba, qui a développé les sous-thèmes « Agir concrètement »,« Mécanismes de dénonciation et protection ». Il a salué l'implication du Conseil national de la jeunesse, acteur devenu central dans la coalition contre la corruption. Voyons comment se sont comportés les prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le marché de Kinshasa. C'est avec Céline Bumba Angelani Lagrasse. Voici les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la ville-province de Kinshasa, en commençant avec le poulet Wilkie de poids 12, dont le prix d'un carton revient à 123 000 francs congolais, à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Pour les produits céréaliers, à l'instar du riz, un sac de 25 kg de la marque Bébé s'achète à 51 000 francs congolais au marché de la Liberté et à 53 000 francs congolais à la fois au marché Zigida, Gambela et Matete. Pour ce qui est des légumes, une botte de pointe noire se vend à 2 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Concernant l'huile végétale de la marque Regina fabriquée par l'entreprise Palmco, le bidon de 5 litres se négocie à 30 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Bouclons ce tour d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec le maracuja, dont 4 fruits se vendent à 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées par la rédaction de l'agence Galaxy Media AGEM au samedi 10 janvier 2026 sur le différent grand marché de Kinshasa. Les nouvelles de cours de principales matières premières à présent sur le marché international. Hausse du cours du pétrole à la clôture de la semaine sur le marché international. À New York, le baril de l'or noir s'est négocié à 58,74 $, en hausse de 0,62%, et à Londres, le baril a coûté 62,92 $, grimpant de 0,35%. Baisse de 1,98% du cours du cuivre négocié à 12 885 $ la tonne, hausse de 2,65% du cours du cobalt qui a valu 56 290 $ la tonne, hausse de 0,41% du cours de l'or négocié à 4 496,10 $ l'once. Côté principaux produits céréaliers, le prix de la tonne du maïs a connu une baisse de 0,11% en se négociant à 445 $ la tonne. Le cours du riz paddy, c'est-à-dire non décortiqué, s'est fixé à 10,20 $ la tonne, moins 0,19% pour le cours du blé négocié à 517 $ la tonne, et le cours du cacao a bouclé la semaine en hausse de 2,74% en se négociant à 6077 $ la tonne. Pour finir, je vous convie à suivre ce sketch de sensibilisation relatif au respect des procédures concernant le paiement des amendes transactionnelles sur la contravention routière
qui s'est fait sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Oh, mais c'est quoi ça? Sens interdit, défaut de documents de bord, contravention, allez, permis de conduire, carte rose. Oh, $100, sinon avec la DGRAD au bureau, tu vas payer très cher. Quel très cher? Allô, bé? Eh? Bé, et on a bêti non? Bakangi ngati bé? Bakangi pas roulagement quoi? Bé, solane. Bé, personne n'était, bé. Ah. Bé. Bon. Naka bêti na wa ka vena ngai. Bé, naka bêti na bé. Bé, si maman 60 ba petit ba sauver na palais ga. Oh, pourquoi solane solana oh. Jamais. On va au bureau. On va au bureau. On va au bureau. Mon commissaire, comme d'habitude. Mon nom est J. Je suis ton petit frère, hein? Petit frère. Hey! Un policier ne touche pas à l'argent de l'État. Tu vas me créer des problèmes. Mon commissaire, c'est 60. C'est $60, mon commissaire. Mon commissaire, montre-moi alors le taux de l'État. Pour quelle infraction? Circulation à gauche, $20 à $50. Défaut de documents de bord, $20 à $35 à payer à la banque après le retrait de la note de perception auprès de l'agent de la DGRAD et après être entendu sur PV. Merci, mon commissaire. Mon commissaire. Et le rapport du commandant, commissaire, donc toi, tout ce qu'on nous raconte à la parade, tu somnoles ou tu captes le message? Hein? Mon commissaire, j'ai souffert pour avoir ce contrevenant. Et voilà maintenant, tu me fais rater de l'argent. Que vient faire la DGRAD dans une affaire policière? Ngalouf. Warok, mon commissaire. Ngalouf. La police est un service d'assiette de l'État. C'est-à-dire tout ce que nous collectons comme amende transactionnelle à la PCR, police territoriale, police judiciaire, ce sont des recettes non fiscales. Ça doit entrer dans la caisse de l'État pour contribuer au budget de notre pays. C'est une façon d'appuyer la vision du chef de l'État. Ce qui va permettre de construire des routes, de payer nos soldes, d'acheter nos équipements, contribuer à la gratuité de l'enseignement et autres. C'est comme ça maintenant, mon commissaire. Je suis agent de l'État et mes postes sont de l'État. Le service habilité à ordonnancer, c'est la DGRAD. Mon commissaire, quand nous on interceptait les infractions sous le soleil, est-ce que DGRAD était là? Messieurs, en cas de violation de code de la route, il ne faut jamais payer auprès des policiers. C'est la corruption et c'est une infraction. Le policier doit établir un avis de contravention. Avec ça, il vous achemine devant l'OPJ que je suis pour être entendu sur PV. Après établissement du PV d'audition, il va établir un PV de proposition d'amende transactionnelle en imprimé. En imprimé de valeur, s'il vous plaît. Si c'est un simple papier duplicateur, il faut refuser. Voilà, jusque-là, je ne vois pas la DGRAD. C'est avec ce PV que tu vas te présenter auprès de l'agent de la DGRAD pour la note de perception. Mon commissaire, la DGRAD donne seulement la note de perception et le paiement, c'est à la police. Mais non! Avec la note de perception, le contrevenant va payer à la banque. Tout ça après constatation, liquidation et ordonnancement. Mon commissaire, si je comprends bien, les infractions c'est nous et le recouvrement c'est la DGRAD. Oui, c'est lui le receveur de l'État. Donc il faut encore aller à la banque. Mais là ça devient compliqué. Oui,
Et d'ailleurs, bientôt, il y aura les ATM à proximité pour faciliter le paiement. Et pour vous, les agents qualifiés, le service de la police n'est pas mort. Bientôt, il y aura une mission de contrôle. Mon OPJ, et comment récupérer les véhicules? Après le paiement à la banque, tu amènes la preuve de paiement. Si on refuse de libérer ton véhicule, eh bien, tu appelles au numéro 114. C'est l'inspection générale. Mon commissaire, prenons seulement pour une dernière fois. Jamais. Le commissaire général et l'inspecteur général veillent sur la procédure. Tu risques de passer un séjour à Ndolo, hein? Pense à ta famille. Mbongo ya l'État, namaboko ya Dégéral. Namabenga ya policier. L'argent de l'État à la banque après note de perception de la Dégéral. Pas dans nos poches. Ce numéro du magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Merci de l'avoir suivi ici à Kinshasa et partout ailleurs. Le programme continue sur votre chaîne.